Bienvenue dans notre exploration des mécanismes administratifs français. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez central qui touche beaucoup de monde, l'attestation de salaire. Un nom un peu formel, c'est vrai, mais avec des implications très concrètes. Tout à fait. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article très détaillé du site La Paix Facile. Ce site explique bien la définition, les usages, comment ça marche et surtout, pourquoi c'est important, cette attestation. Notre but ici, c'est d'aller un peu plus loin que la description simple pour vraiment saisir son rôle, son fonctionnement et pourquoi il faut bien la gérer. Alors, pour démarrer, qu'est-ce que c'est exactement cette attestation de salaire? On connaît le terme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, précisément d'après notre source? Alors, l'article de l'APE Facile l'a décrit comme un document officiel essentiel. Il faut le voir un peu comme un canal d'information direct et obligatoire. C'est entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie, la fameuse CPAM. Ah oui, la CPAM. Voilà. Son émission, elle est déclenchée quand un salarié doit s'absenter de son travail, pour certaines raisons bien précises que la source détaille bien. Donc c'est pas juste un papier, quoi, c'est un vrai acte administratif encadré. Un canal d'information obligatoire, d'accord, ça pose l'enjeu déjà. L'article insiste sur son rôle fondamental, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Son rôle est vraiment central, parce que c'est sur la base de cette attestation, des informations qu'elle contient, que la CPAM va prendre des décisions financières importantes. Elle va d'abord regarder si le salarié a droit aux indemnités journalières, les IG, vous savez, ce qui compense la perte de salaire. Oui, les IG. Et ensuite, si le droit est bien ouvert, elle va calculer le montant exact de ces IJ. Donc on comprend bien que l'attestation, c'est la pièce maîtresse en fait. C'est elle qui lance tout le processus d'indemnisation par la Sécu. Sans elle, ou si elle est mal remplie, le mécanisme de soutien financier peut être ralenti, voire complètement bloqué. La source insiste vraiment là-dessus, sur cette fonction de déclencheur. D'accord. Donc c'est bien plus qu'une formalité, c'est vraiment la clé pour toucher ces indemnités. Mais alors, dans quelle situation exactement on a besoin de ce papier? L'article de la paye facile en liste plusieurs. On pense tout de suite à l'arrêt maladie classique, j'imagine. Oui, ça c'est le cas le plus courant, celui que tout le monde connaît. Mais en fait, ça couvre bien plus de situations, ce qui montre son importance à différents moments de la vie pro. Effectivement. Le texte parle aussi des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il dit que l'attestation sert alors à calculer des IG spécifiques pour ces cas. C'est différent. Oui, et c'est un point important que la source souligne. Les règles d'indemnisation, le montant, la durée, l'absence de délai de carence, souvent ne sont pas les mêmes pour une maladie normale et pour un accident ou une maladie liée au boulot. Donc l'attestation doit permettre à la CPAM d'appliquer le bon régime, qui est souvent plus avantageux d'ailleurs pour un accident du travail ou une maladie pro. D'où l'importance d'utiliser le bon formulaire ou de bien signaler pourquoi c'est un arrêt. Ah d'accord, je vois la nuance, intéressant. Et à part les soucis de santé, il y a aussi les événements familiaux, non? Le texte cite les congés liés à la parentalité, maternité, paternité et aussi l'adoption. Exactement. Pour ces événements-là, l'attestation joue le même rôle. Donner les infos à la CPAM pour qu'elle calcule et verse les indemnités ou les allocations pendant le congé légal. Ça montre que ce document y suit le salarié dans les moments difficiles, mais aussi dans des étapes heureuses et planifiées de sa vie. Et il y a un dernier cas, peut-être moins connu, la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Pourquoi une attestation là aussi? Parce que c'est une situation un peu entre les deux, si on veut. Le salarié reprend le travail, donc il a un salaire partiel, mais il n'est pas encore apte à reprendre à plein temps. Du coup, il peut continuer à toucher des indemnités journalières pour compenser la perte de salaire sur le temps non travaillé. L'attestation, ou plutôt les infos qu'elle contiennent sur le salaire maintenu, etc., ça permet à la CPAM d'ajuster les IG pour qu'il n'y ait pas de trou dans le revenu, mais pas de cumul abusif non plus. C'est un ajustement fin, en quelque sorte. D'accord, c'est logique. Ce qui est intéressant dans cette liste, et l'article le montre bien, c'est la variété des situations. Ça va de l'arrêt maladie soudain à l'accident du travail, en passant par l'arrivée d'un bébé ou une reprise progressive. L'attestation de salaire, c'est vraiment un pivot administratif essentiel, quoi. C'est très clair, cette variété montre bien son importance. Alors, si elle est si cruciale, qui est responsable de l'envoyer? Qui doit s'assurer qu'elle part bien? L'article de l'AP Facile a l'air assez direct là-dessus. Oui, le texte est formel. C'est l'employeur. C'est lui qui doit établir et transmettre l'attestation de salaire. C'est une obligation légale. Et ça s'applique à tout le monde.
petites boîtes, grands groupes, et même les particuliers employeurs, pour une nounou, une aide à domicile. Ah oui, même les particuliers employeurs. Oui, oui. La logique est simple. C'est l'employeur qui a les infos, surtout sur les salaires payés. Et puis c'est lui le déclarant habituel auprès des organismes sociaux. D'accord, l'obligation est claire. Et on l'envoie où, cette attestation? À la CPAM, j'imagine. C'est ça, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le salarié. Chaque personne est rattachée à une CPAM selon son lieu de résidence, c'est elle qui gère son dossier. Donc l'employeur doit s'assurer qu'il envoie au bon endroit. Logique. Bon, maintenant, question pratique. Comment l'employeur s'y prend pour l'envoyer? J'imagine que ça a évolué, on envoie plus tout par la poste. Qu'est-ce que dit la source? Alors, la source décrit un système assez moderne, très orienté vers le numérique, même si l'option papier existe toujours. Il y a principalement 3 façons de faire, d'après l'article. La première, c'est via le portail netentreprise.fr. Là, il y a 2 options. Soit l'employeur tape directement les infos dans un formulaire en ligne, ça s'appelle le mode EEFI. EEFI, échange de formulaires informatisés, c'est ça? Exactement. Soit il envoie un fichier structuré qui sort de son logiciel de PESA, c'est le mode EDI, échange de données informatisées, souvent pour les entreprises qui ont beaucoup de déclarations à faire. Le mode EDI via le logiciel de paie, ça a l'air pratique? Ça évite de tout retaper? C'est ça, et ça nous amène à la deuxième méthode, qui est de plus en plus courante, l'intégration via la DSN, la déclaration sociale nominative. Ah, la DSN, oui. Voilà. La DSN, c'est son grand système qui essaye de regrouper la plupart des déclarations sociales. Quand il y a un arrêt de travail, l'employeur fait un signalement d'événement dans sa DSN. Et ce signalement, il contient ou il déclenche la transmission des infos pour calculer les IJ à la CPAM, notamment les salaires des mois précédents qui sont déjà connus grâce au DSN mensuel. L'article présente vraiment la DSN comme la méthode à préférer parce que c'est plus fluide, plus intégré. D'accord, donc DSN en priorité si la boîte l'utilise. Et si on n'utilise pas la DSN pour ça, ou qu'on n'a pas accès facilement à NetEntreprise, c'est quoi la troisième option? C'est la méthode classique, le courrier postal. Ça reste possible. Ah, quand même. Oui, surtout pour les toutes petites structures, les assos ou les particuliers employeurs qui sont pas forcément super à l'aise avec l'informatique. Dans ce cas, il faut utiliser les formulaires papier CERFA. La source cite les 2 principaux, le CERFA 11135-04, qui est le plus courant maladie, maternité, etc., et le 11137-03, qui est spécifique pour les accidents du travail et maladies pro, parce que les infos demandées sont un peu différentes. Il faut alors le remplir bien lisiblement et l'envoyer par la poste à la CPM du salarié. C'est un détail pratique, mais important, cette option existe toujours. D'accord. Donc, plusieurs options, ça offre une certaine souplesse, mais ça peut aussi être un peu complexe. Et les délais, est-ce qu'il y a une date limite stricte pour envoyer cette attestation? Là, l'article fait une distinction, il me semble. Oui, tout à fait. Et c'est un point qui peut surprendre. Si l'employeur utilise la DSN pour signaler l'arrêt, le délai est très court. Il faut faire le signalement dans les 5 jours ouvrés après avoir su que le salarié était en arrêt. 5 jours. Ah oui, c'est rapide. Très rapide, oui. L'idée, c'est vraiment d'accélérer le traitement par la CPAM. Ça laisse pas beaucoup de temps, surtout si l'info met du temps à circuler dans l'entreprise. Et pour les autres méthodes, NetEntreprise ou le courrier, c'est pareil, 5 jours? Alors non, et c'est là qu'est la nuance. Pour ces autres méthodes, EFI, EDI hors DSN ou le papier, l'article dit qu'il n'y a pas de délai légal aussi strict, aussi précis que les 5 jours de la DSN. Par contre, et là la source insiste beaucoup, il est très fortement recommandé, voire même impératif selon leurs mots, de transmettre l'attestation dès que possible, ou dans les meilleurs délais. Mais pourquoi insister autant sur la rapidité s'il n'y a pas de sanction légale immédiate liée à un délai précis pour ces méthodes-là? C'est quoi la raison derrière cette urgence? La raison, c'est le salarié. C'est entièrement tourné vers lui. L'attestation, c'est elle qui conditionne le paiement des indemnités. Chaque jour de retard de l'employeur, ça se traduit presque automatiquement par un jour de retard dans le traitement par la CPM et donc dans le versement de l'argent au salarié. Or, quelqu'un en arrêt, il n'a déjà plus son salaire normal. Si en plus les indemnités tardent à arriver, ça peut vraiment le mettre dans la difficulté financière, parfois sérieusement. Donc l'urgence, elle n'est pas dictée par une amende pour l'employeur, hors DSN, mais par l'impact social, humain, sur le salarié. C'est une question de responsabilité sociale, en fait. C'est une perspective importante, oui. La rapidité vue comme une forme de respect pour le salarié. Bon, passons au contenu maintenant. Comment l'employeur remplit cette attestation IP?
Quelles sont les étapes clés d'après la paie facile? Alors, la première étape, si on n'est pas en DSN, c'est d'avoir le bon support. Le bon CERFA si c'est papier, le 11 135-04 le plus souvent, ou la bonne page sur Net Entreprise. Ensuite, il faut remplir toutes les cases et méticuleusement. L'identification de l'entreprise, SIRET, adresse, celle du salarié, nom, prénom, adresse et surtout le numéro de sécu sans faute. Les infos sur l'arrêt, motif, dernier jour travaillé, date de début. Et puis, la partie vraiment cruciale, les salaires des mois juste avant l'arrêt. Ce sont ces salaires bruts qui servent de base de calcul pour les IJ. Et c'est là, j'imagine, que la précision devient capitale. L'article insiste beaucoup sur la vérification, c'est ça? Ah oui, énormément. La précision, c'est non négociable. Une petite erreur dans le numéro de sécu, un chiffre de travers dans un salaire, une date inversée, tout ça, ça peut avoir des conséquences directes. Au mieux, ça va entraîner des demandes de pièces en plus, des vérifications par la CPAM, donc ça rallonge les délais. Au pire, ça peut bloquer le dossier ou fausser le calcul des indemnités, trop peu ou même trop, et après il faut rembourser. Le message de la source est clair. Il faut être rigoureux quand on remplit et bien vérifier avant d'envoyer. C'est essentiel pour éviter les problèmes aux salariés. On imagine le stress pour le salarié qui attend son argent, mais bon, l'erreur est humaine. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur s'en rend compte après l'envoi? Il y a moyen de corriger? Oui, heureusement. La source explique qu'il y a eu procédure à faire une attestation rectificative. Que ce soit sur le papier CERFA ou en ligne, il y a souvent une case à cocher en haut du formulaire pour dire que c'est une correction. L'employeur n'a pas besoin de tout refaire. Il remet juste les infos d'identification, qui est l'employeur, le salarié, la période, et il corrige seulement les parties où il y avait une erreur. Et il renvoie ça à la CPAM pour qu'elle mette le dossier à jour. D'accord. C'est une sorte de filet de sécurité, un droit à l'erreur organisé. Mais le fait même que ça existe, ça montre bien, à contrario, l'importance de bien faire du premier coup. L'article sous-entend que l'idéal, c'est de ne pas avoir à s'en servir, parce que même une correction rapide peut ajouter un délai. La vigilance au départ, ça reste le mieux. Cette idée de vigilance est clé. Bon, maintenant, abordons le scénario le plus problématique. Que se passe-t-il si l'employeur oublie ou tarde trop, volontairement ou non, à envoyer l'attestation? L'article parle de conséquences sur deux plans. Oui, tout à fait. Les conséquences sont doubles et elles peuvent être sérieuses. D'abord, et c'est le plus direct, pour le salarié. Comme on l'a dit, si l'attestation n'arrive pas ou arrive très en retard, ça bloque le paiement des indemnités journalières. La source est très claire là-dessus. Ça peut créer de vraies difficultés financières pour le salarié, parfois une situation de précarité, surtout si l'arrêt dure longtemps. C'est l'impact immédiat et souvent le plus dur. Impact direct sur le portefeuille du salarié, oui. Et pour l'employeur lui-même, il risque quelque chose s'il ne fait rien? Ah oui, pas du tout à l'abri. Ne pas fournir l'attestation ou le faire avec un retard qui cause un problème au salarié, c'est un manquement à une obligation légale de l'employeur. C'est important. L'article précise que ça peut l'exposer à des recours et à des sanctions. Le salarié qui subit un préjudice à cause de ça peut aller au prud'homme. Ah oui, carrément. Oui, il peut demander des dommages et intérêts pour compenser l'argent qu'il a perdu à cause de la faute de l'employeur. Donc l'employeur risque une condamnation financière et en plus ça peut vraiment abîmer la relation avec son salarié. Quand on met tout ça ensemble, le rôle pour les IJ, la responsabilité de l'employeur, les conséquences pour le salarié et les risques pour l'entreprise, on voit bien que cette attestation, c'est pas juste un formulaire. C'est vraiment un point de connexion entre le travail, la responsabilité de l'entreprise et la protection sociale. C'est pour ça que la source termine en disant qu'il est impératif pour l'employeur d'agir vite dès qu'il sait qu'un salarié est en arrêt. Alors, si on essaie de résumer tout ça, cette analyse de l'attestation de salaire basée sur l'article de la paye facile nous montre qu'on est loin de la simple paperasse administrative. C'est une pièce maîtresse, un lien essentiel entre l'arrêt d'un salarié et le maintien de ses revenus via l'assurance maladie. Les points importants à retenir donc, son rôle vital pour lancer et calculer les IJ, les nombreuses situations où elle est nécessaire, de la maladie aux heureux événements, l'obligation claire de l'employeur, l'importance cruciale de la rapidité et de l'exactitude, et puis les conséquences sérieuses pour les deux côtés si ça n'est pas fait correctement. C'est exactement ça, qu'on soit employeur et qu'on veuille bien faire les choses, ou salarié qui veut comprendre ses droits, ou même juste citoyen qui s'intéresse au fonctionnement de notre système, comprendre l'attestation de salaire, c'est très éclairant. C'est un exemple très concret de comment le système essaye de jongler entre les obligations des entreprises et le besoin de garantir une sécurité économique aux gens face aux aléas. C'est vraiment là où le contrat de travail rencontre la solidarité nationale en quelque sorte. C'est une belle image,
Et pour finir, pour ouvrir un peu la réflexion, l'article parle de la DSN, de Net Entreprise, de tous ces outils numériques qui visent à simplifier, à accélérer, à rendre les choses plus fiables. Oui, Du coup, ça amène une question sur l'avenir de tout ça. oui, on peut se demander si cette numérisation croissante, cette automatisation via des systèmes comme la DSN, est-ce que ça va finir par supprimer complètement les risques d'erreur, d'oubli, de retard dans la gestion de ces attestations? Ou bien est-ce que la complexité de certaines situations, le temps partiel thérapeutique, les carrières hachées, les calculs spécifiques, est-ce que tout ça nécessitera toujours une part de vigilance humaine, de contrôle, de correction, comme l'attestation rectificative? Est-ce que la technologie peut vraiment tout résoudre face à la diversité des vies et des règles sociales? C'est une question intéressante, oui. Voilà une piste de réflexion à méditer sur l'évolution de ces démarches qui sont, somme toute, essentielles.